que rien ne l'obligeait à se porter volontaire, il fut le seul et unique reporter photographe à participer à la première vague du débarquement d'Omaha Beach. La quasi-totalité de ses admirateurs ignorait tout de son identité. Ne croyez pas qu'il ne connaissait pas la peur. Au contraire, a-t-il seulement envie de mentir encore? Plus d'une fois même, il dira de lui « Je suis un lâche. Capa n'existe pas. Il n'a aucune réalité. Des pieds à la tête, c'est une invention de chaque instant. Capa restait enfermé dans la salle de bain. Chaque matin, il devait passer un temps démesuré à se mettre dans la peau de son personnage. Mais jamais la peur ne sera plus forte que son désir de danser avec la mort. » Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un photographe de guerre qui a eu du mal à entrer dans la photographie au début de sa carrière, entre succès et polémique. Aujourd'hui, je vous raconte la vie de Robert Capa. André Erno Friedman naît le 22 octobre 1913 dans la petite bourgeoisie juive. Ses parents tiennent une boutique de vêtements chic et son frère, Cornel, se fera connaître en tant que photographe plus tard. André est atteint de polydactylie, donc qui est un petit doigt en plus sur l'une des mains, et sa mère y voit l'annonce d'un destin hors norme. Très vite, il apprend à capter le regard des riches clientes qui allaient dans la boutique familiale, et il avait même la certitude que le pouvoir était celui de la séduction. Il fait de bonnes études mais a une adolescence plutôt agitée, fréquentant les milieux communistes révolutionnaires. En mai 1931, alors que André a 17 ans, il se fait arrêter pour avoir participé à des activités antifascistes d'étudiants de gauche et il se fait emprisonner une nuit. Le lendemain, grâce à la femme du préfet de la police, qui était d'ailleurs aussi une riche cliente de la boutique familiale, le père d'André réussit à le faire libérer à condition qu'il doit quitter le pays à la fin de son année scolaire, à la fin de ses examens. La crise économique mondiale empêche bientôt les parents d'André de continuer à l'entretenir. Il est donc obligé d'arrêter ses études et il va donc essayer de trouver un travail auprès de ses compatriotes hongrois à Berlin. Il trouve d'abord un travail en tant que garçon de course à l'agence Defo, qui est une agence de photos. Il est par la suite très rapidement promu en tant qu'assistant au laboratoire et ensuite apprenti photographe. L'agence lui fournit donc un appareil photo Leica et il part explorer les rues de Berlin afin d'en faire des reportages. Il faut savoir qu'à cette période-là, André, son but, c'est vraiment d'être journaliste et pas du tout photographe. Il se lance tout de même dans cette voie car c'est celle qui se rapproche le plus du journalisme. En novembre 1932, l'agence l'envoie à Copenhague afin de photographier Léon Trotsky en exil qui donnait une conférence à des étudiants danois. Le reportage publié remporte un grand succès mais malheureusement, il n'a pas le temps d'en profiter car dès mars 1933, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il doit fuir l'Allemagne. Avec un permis officiel en poche, André retourne chez lui à Budapest, puis ensuite à l'automne, il va partir pour Paris. Dans les cafés de Montparnasse, André se lie rapidement d'amitié avec d'autres photographes comme André Kertész, David Seymour et Henri Cartier-Bresson. Il décide alors de franciser son nom et de se faire maintenant appeler André Friedman. À l'automne 1934, André fait la rencontre de Gerda Porohil, une juive allemande réfugiée. Ils tombent très vite amoureux et décident même de travailler ensemble. Elle tape les légendes des photos d'André et se met d'ailleurs à travailler avec lui dans la même agence. Tandis que André, de son côté, lui apprend à se servir d'un appareil photo. Au printemps 1936, n'arrivant pas à vendre une de ses photos, Gerda et André décident d'inventer un tout autre personnage. Ce fameux personnage serait un prestigieux photographe américain qui serait chic, mondain, séducteur et riche du nom de Robert Capa. Le nom de Capa a probablement été inspiré par le metteur en scène hollywoodien Frank Capra, qui d'ailleurs son film New York-Miami avait gagné en 1934 non seulement le prix de la photographie, mais aussi 3 autres Oscars pour la mise en scène et le jeu des deux acteurs. Le prénom Robert viendrait lui aussi du cinéma grâce à Robert Taylor qui en 1936 était à l'écran l'amoureux de Greta Garbo dans le film Camille. À la même époque, Gerda aussi change de nom, elle se fait appeler Gerda Taro.
Quand Gerda fait le tour des rédactions, elle présente les photos d'André sous le nom de Robert Capa afin d'essayer de les faire vendre un petit peu plus. Elle prétendait d'ailleurs de faire une fleur exceptionnelle car ce prestigieux photographe était très connu à cette période-là et du coup il fallait être le premier à acheter afin d'être le premier servi. Impressionnés, les rédacteurs achètent tout de suite la photo de Robert Capa qui était finalement celle d'André. Et très rapidement, le mystérieux Robert Capa devient très célèbre. Quand on découvrit le stratagème, André a très vite compris qu'il faut prendre la relève et il doit maintenant assumer le nom de Robert Capa. Il doit se montrer à la hauteur de cette réputation imaginaire. Robert Capa fait son premier reportage durant la guerre civile espagnole, cette guerre qu'il a couvert tellement de fois et avec autant de passion. C'est pendant ce premier voyage que Robert Capa prend la célèbre photo du milicien républicain qui s'effondre touché à la suite d'une balle mortelle. D'ailleurs, cette photo sera l'une de ses plus célèbres qu'il ait faite durant toute sa carrière et c'est également l'une des premières qui a déclenché une énorme polémique. La photo est publiée très rapidement dans le monde entier et devient, comme je vous ai dit, très rapidement célèbre. Mais plus tard, elle connaîtra une énorme polémique de mise en scène. Je vais pas vous réexpliquer l'histoire derrière cette photo vu que j'ai dédié à cette photo une vidéo spéciale. Gerda Taro, qui travaille très souvent aux côtés de Capa même lors de la guerre civile en Espagne, elle devient de son côté elle aussi photographe indépendante. En juillet 1937, alors que Robert Capa repart sur Paris, elle reste en Espagne afin de continuer de couvrir cette guerre-là. Bousculée dans le désordre d'une retraite alors qu'elle photographie le combat de Brunette à l'ouest de Madrid, Gerda se fait accidentellement écraser par un tank républicain. Robert Capa, alias André, voulait l'épouser et il ne parviendra jamais à faire sa demande. D'ailleurs, la famille de Gerda en a beaucoup voulu à Robert Capa puisque lui est retourné sur Paris et il l'a laissé en Espagne et donc ils lui en ont énormément voulu car il pensait que c'était de sa faute et il a porté une énorme culpabilité en lui. Et d'ailleurs, Henri Cartier-Bresson dira plus tard qu'il n'a jamais vu Robert Capa dans un tel état tellement qu'il était dévasté et qu'il culpabilisait. Il ne parviendra donc jamais à se consoler totalement. Incapable de retourner là où la guerre avait tué l'amour de sa vie, il décide de partir 6 mois avec le cinéaste Joris Ivens en Chine afin de photographier la résistance à l'invasion japonaise. Cet automne-là, Robert Capa décide tout de même de retourner en Espagne afin de couvrir le départ des brigades internationales, puis les batailles de Mora di Ebro et du Rio Segre. En décembre 1938, le prestigieux magazine anglais Picture Post publie 8 pages de ces photos de bataille que Robert Capa a prises durant la guerre d'Espagne et ils vont d'ailleurs lui donner la réputation du plus grand photographe de guerre du monde entier alors qu'il n'a que 25 ans. Alors qu'il n'a plus du tout de raison de sortir de son lit, Robert Capa déprime dans son petit studio de la 9e rue à New York. La lumière du jour le réveille, il ne sait absolument pas quelle heure il est et d'ailleurs ça ne l'intéresse pas. Il n'a absolument rien dans son petit studio à part un grand lit posé près d'un coin de sa pièce et un téléphone posé par terre. Sa fortune se compte à seulement quelques centimes. Il est tellement déprimé qu'il aimerait que quelqu'un le fasse bouger, lui proposer une petite sortie, un petit déjeuner ou encore même un travail. Mais malheureusement, ce jour-là, personne ne l'appelle. Il se retourne dans son lit et voit sous sa porte 3 lettres que sa logeuse lui a glissées. Et il se dit qu'il n'y a rien de forcément d'important, ce sont des lettres comme d'habitude, c'est-à-dire une de ces lettres est la compagnie d'Edison, donc la compagnie d'électricité, et puis une facture téléphonique. Mais le mystère de cette fameuse 3e lettre le fait sortir de son lit. Il ouvre les enveloppes et effectivement, l'une de ces lettres était la compagnie d'électricité Edison qui lui demandait de payer une facture. Une autre était le ministère de la Justice, l'informant que lui, Robert Capa, autrefois hongrois et aujourd'hui rien de bien forcément défini, était assimilé aux étrangers potentiellement ennemis. Il doit alors abandonner tous ses objets personnels, c'est-à-dire ses appareils photos, ses jumelles, et il doit demander une permission spéciale pour tout voyage à plus de 15 km de New York. La 3e lettre est signée par le rédacteur du magazine Collier's. Elle annonce qu'après avoir médité
concentrés sur son portfolio après plus de 2 mois, ils ont pris finalement une décision. Le magazine est soudain persuadé que Robert Capa est l'un des plus grands photographes et donc il décide de l'envoyer pour une première mission si il est d'accord. Le magazine avait réussi à lui réserver une place sur un bateau qui part dans moins de 48 heures et en plus de ça, il y a un chèque de 1500 $ à empocher si il acceptait l'offre. Étant dans une situation assez complexe, notamment avec sa nationalité, ne sachant pas quoi faire, il prend alors une pièce et décide de faire un pile ou face. Si elle retombe sur face, il ferait n'importe quoi pour y aller. Et au contraire, si elle tombe sur pile, il renverrait le chèque malgré qu'il en a énormément besoin en leur expliquant sa situation qui est assez complexe. Il lance la pièce retombe, il regarde et c'est pile. Il décide alors de garder le chèque et d'aller directement l'empocher. Et avec cet argent-là, la première chose qu'il fait, c'est de se payer un vrai petit déjeuner. Bien évidemment, dans la journée, il fait tous les papiers nécessaires afin de partir sereinement. Arrivé en Angleterre, il photographie la ville sous le Blitz et il fera ça pendant une longue période. En 1942, alors qu'il est de retour à Londres, le magazine Colliers l'envoie en Afrique du Nord afin de photographier le front. Puis il continue en Sicile en 1943 afin de suivre le débarquement des troupes alliées pour le magazine Life. Ces photos sont empreintes de souffrance et montrent le courage de la population sicilienne dans le conflit. En accompagnant les soldats américains, il prend des photos partout, même dans les plus petits villages. De mars à mai 1943, il accompagne le 2e corps d'armée du général Patton et assiste notamment à la victoire d'El Quettar en Tunisie. Mais ces photos arrivent avec 3 mois de retard à l'agence Colliers. Ils sont bien évidemment furieux et Robert Capa perd son contrat. Alors je ne me rappelle plus, mais il me semble que l'agence Colliers, malgré les 3 mois de retard, vont tout de même publier les photos de Robert Capa dans leur magazine, mais bien évidemment, ils ne vont pas le citer. Côté sentimental, en février 1943, de retour à Londres, il séduit Pamela Churchill et entretient une relation avec Helen Justin, qui elle est à ce moment-là mariée avec un pilote de la RAF. Cette dernière mettra fin à leur relation en 1945 en se remariant avec un ami d'enfance à elle qui était plus présent comparé à Robert Capa qui devait souvent partir couvrir les guerres. De retour à la guerre, Robert Capa est envoyé à Naples pour y montrer la guerre et notamment l'invasion qui allait arriver. Le 6 juin 1944, toujours pour le magazine Life, Robert Capa est envoyé à Omaya Beach en Normandie pour couvrir le débarquement. Il se trouve à ce moment-là dans le secteur d'Easy Red. Pendant 1h30, sous les obus et entre les balles, Robert Capa photographie la guerre au plus près avec son Contax 24x26 et un Rolleiflex 6x6. Aux côtés des soldats, il prend environ 119 photos. Alors pareil, pour l'histoire des photos du débarquement de Normandie, je vous ai fait une vidéo spéciale sur le débarquement justement avec le point de vue de Robert Capa, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de ces photos. Mais cependant, à laborantin du magazine Life, pressé par le temps, car les photos de Robert Capa sont arrivées avant le bouclage, ferme dans sa hâte la porte de l'appareil de séchage. L'émulsion des pellicules fond instantanément. Sur les 119 photos que Robert Capa a prises durant le débarquement de Normandie, il n'en reste plus que 11 qui sont à peu près acceptables et qui sont plutôt floues. Cette version est cependant remise en cause vers 2014-2015 par le critique new-yorkais A.D. Coleman et le rédacteur en chef de Life, John J. Morris, qui relève plusieurs incohérences. Selon eux, les 11 photos que l'on connaît aujourd'hui seraient les seules que Robert Capa ait prises. Et l'histoire du laborantin maladroit qui a fait fondre les autres pellicules serait totalement fausse et c'est juste pour donner une image héroïque de Robert Capa qui serait resté plus de 6 heures sur le combat alors qu'il n'y serait resté qu'entre 30 minutes et 1h30. L'une des photos les plus marquantes que Robert Capa ait prises pendant le jour J est celle du soldat américain Houston Riley qui, à peine sorti de sa barge de débarquement, tente par tous les moyens de rester hors de l'eau alors que le poids de son arme le gêne. À moins, ce qui est le plus plausible, qu'il n'ait choisi de rester au ras de l'eau pour s'exposer le moins possible aux tirs ennemis. La photo assez floue est légendée par Life en tant que Slightly Out of Focus, titre que Robert Capa reprendra en 1947 pour son autobiographie.
À la libération de Chartres, Robert Capa prend des clichés de femmes tondues, dont la célèbre La tondue de Chartres, qui sera publiée par Life et d'autres journaux, et elle offre d'ailleurs un témoignage sur l'épuration en France. Robert Capa veut maintenant couvrir la libération de Leipzig. Il est convaincu que la guerre est sur le point de se terminer et il confie d'ailleurs pendant une interview à la radio qu'il veut photographier un dernier combattant, Raymond J. Bowman. Mais celui-ci meurt des balles ennemies devant l'objectif de Robert Capa. Durant la première nuit à Leipzig, Robert Capa, alors qu'il est endormi, il se fait réveiller à minuit par l'un des plus anciens combattants, Hale Boyle, qui lui annonce la mort de son ami Ernest Pyle. Il lui annonce qu'il aurait été tué sur l'une des petites îles du Pacifique. Robert Capa et tous ses camarades, qui étaient également amis avec Ernest Pyle, se noient dans l'alcool pendant cette nuit-là. Le 7 septembre 1945, Robert Capa prend en photo les ruines de Berlin. Il a d'ailleurs dit que lui, comparé aux autres photographes reporters durant la guerre en Allemagne, lui ne voulait pas du tout prendre en photo les camps de concentration. Il avait refusé d'y aller car il pensait que si il y avait trop de photos de ces camps de concentration, il avait peur que ça perde de l'importance et donc lui préférait prendre en photo les ruines, les villes et la population, mais également le front de la bataille. Après la guerre, Robert Capa rencontre une actrice suédoise du nom de Ingrid Bergman. Il la rencontre au Ritz, qui est, il me semble, un hôtel à Paris si je ne me trompe pas, le 6 juin 1945. En décembre 1945, il la suit à Hollywood et là-bas, il commence d'ailleurs à travailler dans le monde de la mode. Il devient photographe de mode et également il devient photographe de plateau, notamment pour l'American International Pictures sur le film d'Alfred Hitchcock, Les Enchaînés. Robert Capa présente maintenant les symptômes du post-traumatique. Il présente de l'inquiétude, il tombe dans l'alcool, il est irritable, il subit une dépression, également de la culpabilité du survivant, également de l'instabilité professionnelle et du nihilisme à peine dissimulé. Leur relation prend alors fin pendant l'été 1946 et Capa de son côté refuse de se fixer, c'est-à-dire qu'il refuse d'avoir une maison, il dort souvent à l'hôtel et il va même se rendre en Turquie. En 1947, il fonde l'agence Magnum, l'agence que je vous ai parlé durant la vidéo d'Henri Cartier-Bresson. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une agence de photos fondée notamment par Robert Capa, avec David Seymour, Henri Cartier-Bresson et William Van Diver et même George Roger. L'agence a pour but de permettre aux photographes de garder l'intégralité des droits sur leurs propres photos, ce qui était assez rare à cette période-là pour les agences. Généralement, il fallait acheter qu'une seule fois pour avoir la photo et la réutiliser autant de fois que les magazines le voulaient. Sauf qu'avec leur agence Magnum, c'était tout l'inverse. Pour faire plus simple, si vous voulez utiliser l'une de leurs photos 5 fois, il fallait payer 5 fois. La collection de Magnum comprend une très grande diversité. Il y avait des photos de famille, des photos de drogue, de religion, de guerre, de pauvreté, de famine, du gouvernement, des photos de crimes et également des photos de célébrités. Robert Capa a à cette période-là une grande amitié avec l'écrivain américain John Steinbeck. Ils partent en URSS en 1947. D'ailleurs, de ce voyage naît le livre Russian Journal, qui est illustré d'ailleurs par les photos de Robert Capa. À cette époque, il n'avait pas abandonné les photos de mode, il poursuivait son activité en plus des photos qu'il faisait. En 1948, il décide de partir de lui-même, c'est-à-dire sans contrat, sans argent, de la part d'un magazine ou autre, c'est vraiment de son plein gré. Il décide de partir afin d'assister à la naissance de l'État d'Israël. Le 22 juin 1948, il est atteint d'une balle dans la cuisse lors de l'attaque du navire Datla Lena par l'armée régulière israélienne. Puis par la suite, il y retournera à plusieurs reprises entre 1948 et 1950. En 1954, le magazine Life a besoin d'un photographe afin de couvrir la guerre d'Indochine. Se trouvant au Japon pour une exposition de leur agence Magnum, Capa se porte alors volontaire. C'est aux côtés des troupes françaises qu'il parcourt le Vietnam, qui était d'ailleurs à l'époque une partie de l'Indochine française. Le 25 mai 1954, au Tonking, sur la route qui mène à Taïbing, il veut prendre une photo d'ensemble d'un groupe de soldats français. Il décide donc de s'écarter de la route où progresse la troupe, mais malheureusement il pose son pied gauche sur une mine antipersonnelle. Il meurt. Un
instantanément sur le coup à 14h55. À titre posthume, la France lui décerne la Croix de guerre des théâtres opérations d'extérieur. C'est ainsi que se termine la vie de Robert Capa. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à mon Instagram. Moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo et prenez soin de vous.